Sonne-Forger. Merci, Monsieur le Président. Oui, je souhaiterais aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit. Invoquer qu'on ne guérit pas une infertilité et qu'à partir de là, on sortirait d'un cadre médical, c'est un argument non recevable. Il y a des tas de cancers qu'on ne guérit pas et pourtant, les patients reçoivent des soins médicaux pour traiter leur douleur, pour qu'ils vivent mieux, plus longtemps. Par ailleurs, il y a une contradiction entre cet argument-là et l'argument contraire qui dit qu'après une prise en charge par PMA, parfois, pour des raisons inexpliquées ou inexplicables, ou peut-être venant de l'adduction hormonale et d'autres facteurs, en tout cas, on est dans une situation où après, le couple est fertile. Donc, il y a une contradiction dans les arguments qui sont posés, et par ailleurs, on est tout à fait dans un cadre médical. Je trouve un peu fallacieux d'utiliser des choses comme ça, parce qu'on fait dire des choses à la médecine qu'elle ne dit pas. Je veux dire, c'est un peu dangereux d'aller sur ce terrain. On peut être pour ou contre la PMA pour toutes, mais il faut utiliser des arguments valables et pas des sophismes. Quant à la question qu'il y a eu des tas d'enfants abandonnés, des tas de grossesses dans la douleur. Alors si la violence est évitable, si ces situations sont évitables, pourquoi pas? On sait, il y a de la recherche dans le champ de l'épigénétique qui montre que des traits de violence peuvent être acquis lors des expositions d'une femme pendant sa grossesse. En tout cas, ce sont des études qui ont lieu chez l'animal. Il y a lieu de se poser la question si ces choses-là arrivent également chez l'homme et que, en effet, il se passe des tas de choses, y compris sur le terrain génétique, pendant la grossesse, et des choses qui peuvent être parfois évitables, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas entièrement. Et le principe de précaution voudrait également qu'on prenne en compte ce genre de choses. Merci. Monsieur Sonne-Forger. Je trouve un petit peu dommage que, dans un cas, le collègue Chiche demande à l'Académie nationale de médecine qu'elle eût procédé à des études qui sortent du cadre en fait, de sa compétence. Je trouve également dommage qu'on disqualifie celle-ci, comme l'a fait la collègue Georges-Paul Langevin, en la réduisant à une assemblée machiste. Je pense que ce n'est pas du niveau du débat demandé ici. En revanche, j'entends les propositions du collègue Jean-Luc Mélenchon qui, finalement, nous propose d'être à la hauteur de ce débat sur cette question de la PMA pour toutes. Il y a une vraie question. Mon collègue et ami Jean-Luc Mélenchon précise que pour lui, la partie purement biologique, génétique, est bien moins importante que l'exposition, que l'environnement, un environnement social, un environnement familial. C'est une vision qu'on comprend, s'inscrit dans son bagage politique et intellectuel qui fait probablement la place plus belle à des intellectuels de gauche, structuralistes, post-structuralistes, où la construction de l'individu, en effet, compte plus par rapport à l'exposition à une certaine éducation, à un savoir, et à des questions culturelles, qu'au bagage génétique de l'individu ou à sa filiation. Or, d'un autre côté de l'hémicycle, nous avons ici là, des gens qui sont plus attachés à un modèle familial traditionnel, qui sont attachés à une conception de la famille qui, en effet, est toujours très prédominante en France. Et donc, moi, je pense qu'on ne va pas faire un débat de l'inné et l'acquis en disant qui sont les bons et les mauvais, mais essayons au moins de garder le niveau de cette discussion sous ces augures, sous ces auspices, parce que je crois que ce sont vraiment ces questions-là, qui sont en effet sociétales, qui doivent être abordées dans notre débat, parce que c'est peut-être ce débat-là qui a été confisqué à la société sur cette question de la PMA pour toutes. Alors soyons à la hauteur. 161. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est également un amendement de suppression, et à nouveau, je souhaite qu'on se pose des questions, notamment sur, à vouloir une égalité de traitement, on en oublierait les conséquences, et les conséquences d'un chemin difficile, les conséquences statistiquement, de démarrer avec plus de fragilité dans la vie. Quand on est dans une pratique médicale, on fait un peu la chasse, par exemple, quand on tombe sur un cas de traumatisme apparemment accidentel d'un enfant en bas âge, le réflexe primordial du médecin, c'est d'aller chercher d'éventuels facteurs de maltraitance, quitte à parfois choquer un peu les familles. Les facteurs de risque de maltraitance, certains d'entre eux sont croisés avec ces parcours de personnes qui sont dans des demandes
de PMA. Alors moi je voudrais que je suis évidemment pas en train de dire que les enfants nés de PMA sont plus maltraités que les autres. Je dis simplement qu'il y a des facteurs de risque qui existent, qui montrent qu'il y a une fragilité originelle et que on donne certes une égalité de traitement, mais on le fait également dans le cadre d'un parcours qui est douloureux, qui est derrière l'égalité apparente que l'on avance. Il faut savoir que ça cache un début probablement plus difficile dans la vie pour des enfants nés par cette méthode. Merci. Le 2363, Monsieur Sonneforger. Oui, simplement c'est pour, dans cette question sur le post-mortem, moi je souhaiterais juste rappeler une chose, c'est que on est en effet dans un texte qui est sur un rapport à la vie, à l'origine de la vie, et c'est l'histoire de l'Homo sapiens sapiens, de se demander d'où il vient, où il va, et de savoir où il est. Et ces choses-là, elles ont un début et une fin, et je pense que ça fait partie de la vie, l'acceptation de la vie, d'accepter ce caractère éphémère des choses, ou cyclique selon certains autres avis, et ça fait partie de la sagesse de l'humanité. Bien. Sur cet amendement, monsieur le rapporteur avait dit. C'est un avis défavorable parce que la suppression de l'alinéa 6 mettrait plus de limite à l'AMP. Et donc, bon, je pense que oui, l'alinéa 6 a tout son sens. Excusez-moi de devoir suggérer soit le retrait de cet amendement, soit un avis défavorable. Monsieur le ministre. Et défavorable pour les mêmes. Monsieur Sonneforger. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour apporter un témoignage. Dans le cadre de ma pratique médicale, par exemple, et c'est le cas de tous les collègues ici qui sont à la fois députés et médecins, je pense qu'on passe, y compris dans l'exercice libéral, où normalement dans un exercice libéral, vous essayez d'avoir le plus de clients possible. Dans le cas de la pratique médicale, vous essayez au contraire en permanence de limiter les examens inutiles, de limiter la médicalisation de certains cas qui pourraient ne pas être médicalisés. Alors en effet, je trouve un peu particulier de nous demander au corps médical des actions qui sortent de ce cadre. Mais vous, comme je l'ai dit hier, vous trouverez toujours des gens pour faire tout ce qui est techniquement irréalisable. Parce que tout ce qui est techniquement réalisable est un jour réalisé. Il y va ainsi, je pense, de la nature humaine. Mais vous pourrez accepter aussi la liberté de conscience de quelques-uns qui n'entendent pas être dans cette démarche. Et finalement, ils seront probablement minoritaires. Mais vous pouvez respecter, je pense, cette liberté par rapport au serment d'Hippocrate sur lequel nous prêtons serment. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Joachim Sonneforger. Des collègues parlaient de la question de la présomption de paternité. D'autres ont parlé de la vraisemblance biologique. Je voudrais juste vous donner un peu de nourriture à penser avec mon témoignage personnel. En tant qu'enfant adopté, ayant grandi en Haute-Marne, avec des parents qui avaient l'air bien français, je peux vous dire que c'est très différent de ne pas connaître sa lignée biologique et de ne pas ressembler phénotypiquement à ses parents. On se pose des questions. Un enfant qui soit adopté, qui puisse être éventuellement de PMA, peut se poser des questions quand la vraisemblance biologique est diminuée. Par exemple, si ses deux parents sont du même sexe, par rapport si ses deux parents ne lui ressemblent pas par la couleur de peau. Et ces questions-là, elles sont fondamentales. C'est pour ça que j'ai apprécié, moi aussi, le discours de Marine Le Pen hier, parce qu'elle parlait de l'intérêt premier de l'enfant. Et l'intérêt premier de l'enfant, je l'ai personnellement vécu en posant des questions existentielles. Et ces questions existentielles font dire que, je veux dire, les faits sont tenaces. Et moi, je ne peux pas entendre que, quand on me dit la biologie n'existe pas, seul l'environnement compte. Je sais pertinemment que j'ai les yeux bridés, que j'ai une couleur de peau qui fait que quand je croise des Coréens, ils me reconnaissent étant d'origine coréenne. Je sais qu'au fond de moi, je suis probablement un bon Haut-Marnais, bien de ma campagne haut-marnaise, mais que c'est tout cela qui cohabite en moi. Donc on ne saurait nier l'un pour accepter l'autre. Les faits sont vraiment tenaces. Et donc,
Je pense qu'il faudra se poser ces questions. Marc Le Fur parlait de ces grandes lignées familiales. Ces grandes lignées familiales, moi, elles m'ont toujours intéressé. J'ai toujours eu du goût pour ces grandes lignées aristocrates françaises, connaître les méandres de ces familles, comment les choses se passaient d'une génération à l'autre, plus ou moins bien du reste. Mais quand on est avec cet héritage, on peut choisir ou non d'adhérer à ce modèle, de porter sa chevalière, d'être dans ce modèle familial, ou de s'en distancer. Mais on a le choix. Sauf que quand on est éventuellement d'une PMA avec une vraisemblance biologique difficile, ou quand on est issu de l'adoption internationale, ce choix-là ne nous est pas offert. Nous sommes contraints par l'ignorance de cette lignée que parfois on recherche, qu'à certains moments de la vie peut être difficile de ne pas connaître. Et je pense que je vous invite à prendre ça en compte parce que moi, ça me rappelle des moments qui ont pu être difficiles, qui ne le sont plus aujourd'hui. Chacun trouve ses solutions, chacun enfouit ses problèmes ou accepte de les vivre, mais ce sont des choses importantes. Merci. Merci, chers collègues. La parole. Dernier inscrit avant le vote, Monsieur Sonneforget. Et ensuite, nous passerons au vote. Il y a un peu deux façons de voir les choses. Beaucoup d'entre vous, et moi aussi, avons tendance à voir les futurs enfants nés de PMA, la PMA pour toutes, comme des victimes potentielles dans cette quête identitaire que j'ai pu avoir dans ma démarche d'enfant adopté, dans peut-être les mêmes questions que s'est posée mon épouse quand elle était toute jeune et que sa maman s'est retrouvée veuve avec un mari mort d'un infarctus à mon âge, avec 2 filles à s'occuper. Et ça pose des questions. Je sais de mon fort intérieur qu'on se pose des questions, que c'est une quête identitaire difficile. Puis je me dis parfois qu'on s'en est pas si mal tiré. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de ne pas voir les enfants nés de PMA comme les victimes potentielles, mais les autres, les enfants nés dans un futur proche de naissance naturelle, comme celles qui reprocheront dans quelques années à leurs parents d'avoir été ceux qui ont été laissés au fruit du hasard quand les autres ont pu être sélectionnés avec les meilleures aptitudes, les meilleurs remaniements biotechnologiques. Savez-vous qu'il est déjà possible aujourd'hui de faire des embryons à 3 patrimoines génétiques aux États-Unis en 2016 avec un ADN nucléaire des 2 parents, l'ADN mitochondrial d'un donneur? Savez-vous qu'il est possible également de faire des gamètes artificielles? Il y a des modèles de gamètes artificielles à partir de cellules souches de souris qui sont déjà des réalités. Qui nous dit qu'elles ne sont pas des réalités demain chez l'homme? Alors, qui seront les victimes demain? Les enfants nés par les voies et par les méthodes naturelles, ou les enfants de PMA, ou bien simplement tous ces enfants à la fois? Et est-ce que nous nous sommes posé les questions de manière assez large aujourd'hui? Merci beaucoup.